Alors, je m'appelle Fabrice Grimal, j'ai 41 ans, j'habite en Île-de-France, en Seine-Saint-Denis. Je suis entrepreneur et je suis rentré très tôt, dès le début, dans le mouvement des Gilets jaunes. En fait, j'ai beaucoup réfléchi avant le mouvement sur la situation. J'ai bourlingué à droite à gauche, je suis allé voir à quoi ressemblaient les partis politiques. Évidemment, j'ai été très déçu. Et j'ai déduit de tout ça un premier bouquin qui s'appelle Vers la Révolution et si la France se soulevait à nouveau, et qui disait basiquement que la France périphérique allait finir par se soulever pour le pouvoir d'achat et la démocratie, ce qui est arrivé un an plus tard après la sortie du bouquin. C'est pour ça que je suis rentré dans les Gilets jaunes en tant que manifestant, et puis petit à petit j'ai rencontré les gens de l'équipe de Paris. Avec certains d'entre eux, on a essayé de donner une forme au mouvement, de lui donner une doctrine, une espèce d'organisation, en respectant les codes du mouvement, c'est-à-dire on voulait pas de leader, on voulait quelque chose d'assez horizontal, mais en même temps on voulait que ça avance. Et donc je racontais tout ça dans un deuxième bouquin qui s'appelle Une année en jaune. C'est la première année du mouvement vue à travers mes yeux. Et donc de fil en aiguille, on a créé un groupe qui est à l'origine d'un contre-gouvernement qu'on a appelé le Gouv, le gouv.fr, et avec donc des experts qu'on a nommés ministres et des citoyens tirés au sort dans chaque ministère. On a élaboré un programme, en tout cas un début de programme. Tous les thèmes n'ont pas pu être traités, mais on a traité une bonne partie. Et on s'est retrouvés dans des discussions avec d'autres groupes citoyens, qui venaient des Gilets jaunes ou pas, pour élaborer un programme commun tous ensemble, qu'on a appelé le programme des programmes. Ça a mis 8 mois de travail acharné, de négociations acharnées, d'engueulades, d'empoignades, mais à la fin on était tous d'accord pour dire que c'était le programme qu'on voulait. Évidemment, on est parti des 59 propositions du vrai débat, des principales revendications des Gilets jaunes, de toutes les réflexions qui étaient dans l'air depuis des années, dans tous les domaines, qu'il s'agisse de l'agriculture, de l'énergie, de la démocratie bien évidemment, et aussi de la fiscalité. Et c'est ça qui nous amenait à créer la Concorde citoyenne. Et comme on ne trouvait personne en fait dans le paysage médiatique qui soit déjà connu, qui soit efficace, qui veuille défendre nos idées et à qui on pourrait confier ce programme, on a décidé de faire une nomination interne et je me suis retrouvé désigné pour porter ce programme à l'élection présidentielle 2022, donc comme candidat citoyen. Donc à partir de là, on est parti à l'assaut des signatures, on a commencé à faire tout le travail qu'on attendait de nous, c'est-à-dire essayer de regrouper des gens, recruter des militants, puisqu'en fait il a fallu qu'on crée un parti politique, sinon on ne peut pas mener une campagne présidentielle sérieusement. Il a fallu qu'on crée un compte de campagne, qu'on nomme des mandataires, des trésoriers, qu'on fasse les choses dans les règles, parce que moi dans mon premier bouquin je disais que de toute façon c'était impossible, c'était bloqué et qu'il n'y avait que une grosse émeute qui pourrait remettre les choses à plat. Dans le deuxième bouquin j'expliquais que c'était quand même assez improbable que ça arrive, parce que les Gilets jaunes avaient été un coup d'essai, alors peut-être qu'il y aura une deuxième vague qui va arriver un peu plus tard, sûrement après la réélection de Macron. Mais en tous les cas, le système politique était complètement bloqué. Moi, c'est le constat que j'avais fait, que tout reposait sur l'élection présidentielle et que l'élection présidentielle était un système bloquant, notamment pour tous les petits candidats. On a quand même voulu essayer, parce que c'est bien de savoir quelque chose théoriquement, mais c'est bien aussi de se jeter dans l'arène et de le constater pratiquement, empiriquement. Donc on a lancé cette campagne en essayant au maximum de jouer dans les règles, mais avec un programme hyper fourni, avec dedans les vraies revendications des Français, dans à peu près tous les domaines. Le programme est détaillé, il est chiffré, il implique un certain nombre de choses vis-à-vis de l'Union européenne, vis-à-vis de changements profonds à faire dans nos institutions ou dans l'équilibre de notre fiscalité. Mais c'est ça qu'on a choisi de défendre, et donc on a collé des affiches, on a distribué des tracts, on est allé chercher des maires. Et là, à l'heure où je vous parle, on est en février, les parrainages commencent à arriver au Conseil constitutionnel, donc on sera fixé très vite, on pourra très rapidement faire le bilan de cette histoire. Donc, deuxième question.
Alors le programme de la Concorde citoyenne comporte à peu près tous les thèmes, tous les sujets. On l'a divisé en 20 thèmes sur le site avec le budget. Vous y trouverez plein de choses qui sont dans l'air depuis des années et que personne ne veut faire parce que c'est pas leur intérêt. Vous y trouverez des compromis entre des groupes très différents, donc des groupes qui pouvaient pencher plutôt à droite, plutôt à gauche, des groupes gilets jaunes, pas gilets jaunes, et qui ont réussi à se mettre d'accord. Mais compromis ne veut pas dire compromission, il y a des choses très radicales, quasiment révolutionnaires dedans. Et vous y trouverez des créations, puisque justement quand on fait ce genre de travail à plusieurs, et surtout à des gens qui n'étaient pas forcément faits pour s'entendre, il y a des choses qui naissent, il y a des choses qui arrivent. Notamment toute la partie institutionnelle que je vous expliquerai plus tard. Donc il y a quand même des grands sujets très importants, prioritaires, et des grands projets. Alors on va commencer par les grands projets. Le premier grand projet, c'est de rééquilibrer toute la fiscalité française avec une nouvelle taxe qui permet d'en annuler une autre. Cette nouvelle taxe, c'est la taxe sur les transactions financières, une micro-taxe puisque c'est 1/1000 d'absolument tout. Donc celui qui est au RSA, par exemple, ça va lui coûter 6 € par an, ça lui permettra de contribuer à l'effort collectif. Et le cadre supérieur qui gagne énormément d'argent, ça va peut-être, et qui claque surtout énormément d'argent, ça va lui coûter peut-être 100 €, 1000 € maximum, s'il claque 1 million. Voilà. Ce n'est pas une taxe vraiment sur les particuliers, c'est avant tout une taxe sur les entreprises et surtout sur les très grosses boîtes, les multinationales, toutes celles qui ont des places de marché, qui font beaucoup de trading, de spéculation. Et donc, évidemment, les banques, les fonds d'investissement, les compagnies d'assurance. C'est là que l'argent est passé depuis 40 ans, depuis les années fric. 200 milliards d'euros chaque année, même plus que 200 milliards d'euros chaque année, sont passés des poches du travail aux poches du capital, via des baisses d'impôts, notamment sur les très hauts revenus et sur les patrimoines. Donc cet équilibre-là, il faut qu'on y revienne, parce que c'est l'équilibre qui a fait les 30 Glorieuses et la réussite des 30 Glorieuses, la prospérité. Il y a des prix Nobel d'économie qui ont démontré que quand l'argent était bien réparti, ça générait plus de croissance pour tout le monde. Et il y a un dicton qui dit que l'argent est comme le fumier, en tas à un seul endroit, il pue et il attire les mouches, alors que réparti un petit peu partout, il fait pousser tout ce dont on a besoin. Donc on n'est pas non plus pour une société collectiviste, c'est pour ça que c'est une taxe d'1/1000 de tout, y compris sur le trading intraday, donc ceux qui s'intéressent à la finance sauront ce que ça veut dire. C'est une taxe automatique, prélevée par les banques uniquement, il n'y aura rien à remplir, et ça permet d'abolir la CSG et la CRDS, qui eux concernent absolument tous les revenus, particulièrement les revenus du travail. Elle pèse très lourd sur les retraités, sur les familles. Ça représente à peu près un quart de l'impôt sur le revenu des gens pour ceux qui en payent. Et pour ceux qui n'en payent pas, ça représente une partie du passage de leur brut au net. Il y a un contrat avec les boîtes, c'est-à-dire que si elles jouent le jeu et qu'on récolte plus que prévu, sachant qu'on a mis la barre très très bas par sécurité, ce sera des allègements de charges patronales, parce que c'est vrai que le coût du travail est trop cher dans ce pays. Mais tout ça doit se faire à équilibre constant pour la sécurité sociale, qui doit offrir de plus en plus de prestations, notamment la grande sécu, qui va être aussi un de nos grands projets. Ça veut dire le remplacement progressif des mutuelles sur tous les soins les plus importants pour les Français, pour que ce soit la sécu qui paye, ça coûte moins cher pour tout le monde au final. Ensuite, on a un plan grande pauvreté dans le domaine du logement. Là, on a vu ces dernières années, que ce soit Sarkozy, Hollande, Macron, aujourd'hui c'est Mélenchon, objectif 0 SDF pendant mon mandat. Et alors pour les 3 premiers qui ont réussi à être élus, on a vu que c'était objectif doublement des SDF entre Sarkozy et Macron, donc c'est absolument une catastrophe. Alors déjà il y a un mensonge de dire 0 SDF, parce qu'il y a d'autres problèmes que des problèmes d'insertion professionnelle. Voilà, il y a aussi des problèmes psychologiques, il y a des gens qui cherchent la rue, donc 0 SDF c'est proprement impossible. Nous on a un objectif raisonnable d'en sortir 100 000 de la rue très rapidement. Avec ce plan, donc vous trouverez tous les détails sur notre site internet, laconcordecitoyenne2022.fr. 100 000 évidemment dans un premier temps, une fois qu'ils sont sortis de la rue, là on s'attaque à un autre paquet de 100 000, sachant qu'il y en a 300 000 en tout, pour le moment en tout cas, et que le dernier tiers est évidemment le plus dur à sortir de la rue. Mais voilà, la Concorde citoyenne, on a des objectifs
raisonnables, mais en même temps on se donne les moyens de les faire. On a fait tous les calculs, on s'est aperçu que la France avait les moyens de nos ambitions, nous les citoyens, toutes les revendications qui ont été faites depuis des années. La France, on peut se payer ça, on est la 7e puissance mondiale, c'est juste que l'argent est très mal réparti. Et qu'après, il y a des objectifs politiques, c'est-à-dire que plus vous avez de sans domicile fixe, plus vous mettez la pression sur les gens très précaires, et plus la pression est mise sur les gens très précaires, plus ces gens-là vont aussi la mettre sur la catégorie juste au-dessus populaire, et ensuite sur ces classes moyennes, on va dire inférieures, qui n'ont fait qu'être déclassées ces dernières années. Donc cette spirale, nous on veut l'inverser, on sait que la France a les moyens pour le faire. Notre programme est validé par des experts, des économistes, des traders, qui nous ont expliqué comment faire pour que ça fonctionne, comment courir après l'évasion fiscale, quelles sont les niches fiscales sur lesquelles il faut revenir pour récupérer tous les milliards dont on a besoin. Et il y a aussi un autre grand projet industriel, parce qu'on veut réindustrialiser le pays. Ça doit commencer par le haut, et par le haut c'est le numérique, l'Internet. On veut un Internet souverain français, avec des puces françaises, avec du hardware français, avec des logiciels libres français, avec des réseaux français, avec tout ce qui va faire qu'on va pouvoir faire appliquer la loi française sur notre territoire et sur notre Internet, lutter contre la censure des GAFAM, leur faire payer évidemment ce qu'elles nous doivent avec un nouvel impôt sur les sociétés qui comparera leur chiffre d'affaires français à leur bénéfice mondial et on les imposera sur la part de leur chiffre d'affaires français dans leur chiffre d'affaires mondial. Ce sera automatique, l'argent pourra partir aux îles Caïmans, aux Bermudes, au Luxembourg ou n'importe où, ça ne changera strictement rien. Donc ça, c'est 3 grands projets. Évidemment, impossible de mener tout ça en restant dans l'Union européenne, en tout cas telle qu'elle est actuellement. Et nous, on est convaincus qu'on ne peut pas la changer par des négociations, c'est impossible. On doit faire la chaise vide. On doit demander aux Français s'ils sont d'accord pour que la loi française redevienne supérieure à la loi européenne. Ça s'appelle l'inversion de la hiérarchie des normes. Ça fera l'objet d'un référendum. Une fois qu'on a ça, qu'on récupère nos fonctionnaires européens et qu'on fait la chaise vide à la Commission, là, on est en position de négocier. On récupère évidemment notre monnaie nationale, notre banque centrale, avec laquelle on pourra réactiver le circuit du trésor pour relancer l'industrie et l'investissement public, récupérer nos services publics, renationaliser les autoroutes, cesser le démantèlement d'EDF, lui faire retrouver son monopole public, la SNCF, même tarif, bien d'autres choses évidemment. Tout ça, on ne peut pas le faire dans le cadre actuel de l'Union européenne. L'idée évidemment, c'est pas de jeter le bébé avec l'eau du bain, c'est pas non plus de nous faire avoir en lançant immédiatement l'article 50 et en patientant pendant 2 ans tout en gardant l'euro, ce qui serait une catastrophe. Il faut sortir vite et bien, en faisant comprendre à nos partenaires qu'ils seront beaucoup mieux dans une Europe du plan Fouché, Bruxelles étant un bureau vide où se réunit qui veut, pour des partenariats stratégiques à 2, à 3, à 8, à 12, à 30, avec la Norvège qui n'est pas dans l'UE, avec la Russie s'il le faut, avec des pays du Maghreb, pourquoi pas, sur des problématiques ponctuelles. S'ils ont envie de calibrer les concombres, eh bien qu'ils calibrent les concombres. Si les Portugais, les Espagnols et les Italiens veulent calibrer les concombres, eh ben, ils le font dans leur coin, ils font un traité pour ça, un mini-traité pour ça, sans qu'il y ait jamais rien de supranational, sans qu'il y ait de bureaucrates non élus qui décident de nos vies, pour 27 pays d'un coup. Leurs seuls interlocuteurs sont des lobbyistes, la plupart du temps américains. Donc tout ça doit cesser, évidemment, c'est la condition sine qua non pour obtenir la souveraineté du peuple. Il n'y a pas de souveraineté du peuple, et on va parler dans la question suivante des institutions, si l'État n'est pas libre, n'est pas indépendant. L'État n'est que l'expression institutionnelle du peuple pour parvenir à ses fins. Et ça doit passer par de grands changements à l'échelle européenne, ce qui ne veut évidemment pas dire se couper du monde. Il n'en est pas question. La France est un très grand pays, ouvert sur le monde entier, ouvert sur l'ensemble de la francophonie. Évidemment, la francophonie, pour le moment, n'est qu'une institution culturelle. Nous, on veut aussi en faire une institution économique, qu'elle soit un peu l'équivalent de l'OMC au niveau de la francophonie, pour des prix justes, pour éviter des famines inutiles en Afrique, pour rendre à ces pays ce qu'on leur doit, abolir le franc CFA, mais le faire en bonne intelligence, que personne ne soit lésé, et qu'on ait un espace francophone prospère sur tous les continents, un peu comme le Royaume-Uni a le Commonwealth. C'est parfaitement à notre hauteur de retrouver de sortir de l'OTAN évidemment, pour retrouver notre position de pays non alignés qui discutent avec tout le monde, Chine, Russie, États-Unis,
Allemagne, ok, mais on ne veut plus de ce couple dans lequel la France joue toujours le mauvais rôle. Donc voilà un peu, en très bref, les grands projets de la Concorde citoyenne. Il y a aussi beaucoup de choses sur le projet agroécologique, les circuits courts, l'économie circulaire, le nucléaire propre, les nouvelles énergies, l'hydrogène. Il y a beaucoup de choses sur le logement, j'en ai parlé. Sur le social et les retraites, on veut introduire un vrai critère de pénibilité basé sur l'espérance de vie en bonne santé après la retraite, pour que ceux qui n'ont pas la possibilité pour le moment de vivre plus longtemps puissent au moins partir en retraite plus tôt, et de réduire le temps de travail de ces catégories-là. Il y a d'autres modifications fiscales, évidemment le retour de l'ISF. En fait, vous allez retrouver la plupart des revendications, notamment celle du vrai débat. Alors le vrai débat ne mentionnait pas l'ISF, ça c'était un grand oubli, nous on veut le rétablir, mais c'est pas parce qu'on est citoyen qu'on est démago, donc on ne le rétablit pas par démagogie avec un taux absurde qui va faire fuir tout le monde. On le rétablit d'une manière qui fasse rendre aux très très grandes fortunes ce qu'elles ont accumulé indûment ces 20 dernières années, et il leur en restera largement suffisamment. Mais on va faire entrer les milliards qui vont permettre d'augmenter le RSA, d'augmenter les bourses pour les étudiants, d'augmenter le logement étudiant, toutes ces choses-là très urgentes, très importantes. Mais on va faire en sorte que l'ISF ne touche pas les classes moyennes comme c'était le cas avant, en montant le seuil de déclenchement d'1,3 million à 2 millions, avec un abattement sur la résidence principale de 50%. Pour que ça ne touche pas les petits retraités de l'île de Ré et que les classes moyennes soient tranquilles et pas ponctionnées par cet impôt. Après voilà, il y a plein d'autres choses de quoi je pourrais vous parler. Il y a au niveau des prisons, vous pourrez aller voir sur la Concorde citoyenne 2022.fr, beaucoup de propositions. Et au niveau de la finance aussi, et de la lutte contre l'évasion fiscale, les paradis fiscaux, on veut interdire le shadow banking, c'est-à-dire cette technique qui permet aux banques de créer des filiales non soumises à la régulation bancaire avec lesquelles elles font n'importe quoi. On interdit aussi les dark pools, qui sont des places de marché clandestines, qui ne sont régulées strictement personne. Et évidemment, les banques défaillantes ne seront pas renflouées, mais sanctionnées, coupées en deux. Alors ça, on veut évidemment introduire dans la Constitution le 4e et le 5e pouvoir. Donc le 4e pouvoir, c'est les médias, et le 5e pouvoir, c'est la banque. On veut que constitutionnellement, les banques de dépôt et les banques d'affaires soient strictement séparées, c'est-à-dire que les traders ne puissent pas jouer avec comme collatéral l'argent des déposants, que l'argent des déposants soit garanti. Et on veut aussi que cesse la pseudo-indépendance de la Banque centrale, qui évidemment est indépendante de l'État pour mieux être dépendante des marchés et des banques. Ça, c'est très important. Et au niveau des médias, introduire une obligation de pluralisme sur une chaîne télé du service public et une chaîne de radio du service public, donc par exemple France Inter et France 5, qui aura une obligation de pluralisme toute l'année avec les règles du CSA de pré-campagne, mais toute l'année des émissions spéciales pour les nouveaux partis, les nouveaux influenceurs, les nouvelles idées, et un nouveau mode de financement où ce sont les Français qui directement flécheront sur les médias de leur choix l'aide à la presse, qui aujourd'hui est donnée par le gouvernement et le Parlement, et évidemment des nouvelles règles contre la concentration des médias par les multimilliardaires. Donc question 3. Alors, la Concorde citoyenne propose beaucoup de modifications constitutionnelles pour transformer profondément et durablement les institutions de ce pays, les rapports entre les pouvoirs. Alors, il y a plein de manières de proposer des modifications. On peut les imaginer et les soumettre à référendum, c'est ce que nous on propose. Ou alors, on peut convoquer une assemblée constituante qui peut être élue ou tirée au sort. Alors, une assemblée constituante élue, nous, de toute façon, c'était pas notre truc, parce qu'on revient dans le système de l'élection, des campagnes, des financements. Tirée au sort, ce sera déjà plus raisonnable. Mais nous, on y a vu quelques petits problèmes. Quand on tire au sort une grosse assemblée de gens pour parler de plein de choses différentes et aborder plein d'aspects différents, ces gens s'en remettent le plus souvent aux experts, soit en leur sein, c'est-à-dire ceux qui ont été tirés au sort et qui se trouveraient par exemple être juristes et qui donc auraient un avantage énorme sur les autres,
ou les experts qui seraient convoqués pour donner leur avis. Et bien souvent, ça se joue sur le charisme des experts, ceux qui arrivent à convaincre le mieux. Et en plus, il y a des questions sur l'état de la France. Elle est très morcelée, elle est très divisée en ce moment. Elle est depuis quelques décennies, il y a beaucoup de tensions. On imagine une assemblée constituante tirée au sort peut-être dans un environnement plus sain, plus apaisé, plus ouvert à la discussion, peut-être dans une France plus prospère. Ce qui en plus est notre première priorité, puisque en tant qu'en plus que projet issu des Gilets jaunes, on doit avant tout résoudre le problème de l'urgence sociale. Évidemment, ça passe aussi par des modifications institutionnelles si on veut que ça puisse durer longtemps et que les Français soient écoutés, puisque sans souveraineté du peuple, il ne peut pas y avoir de justice fiscale, puisque ce n'est pas les grands, les gros, les ultra-riches qui vont créer la justice fiscale dans ce pays. Le peuple doit le faire, donc il doit être souverain, et c'est ça qui permettra, in fine, la justice sociale. Mais en attendant, il y a une urgence, donc des mesures à prendre très rapidement, y compris des modifications institutionnelles, à plusieurs niveaux. Tout d'abord, on conserve évidemment le principe de l'élection, mais avec nous, il y aura beaucoup moins d'élections, beaucoup plus de référendums, puisqu'on veut 10 référendums sur nos 10 grands paquets de mesures. Parce que ce n'est pas parce qu'on choisit un candidat à l'élection présidentielle et qu'on vote, on n'a qu'une seule voix qu'on peut donner à une seule personne. On va voter pour un package, on va voter pour l'ensemble de son programme, mais si ça se trouve, il y a des choses avec lesquelles on n'est pas d'accord. Et donc on doit pouvoir s'exprimer tout au long du mandat pour valider ou pas des grands paquets de mesures. Donc 10 grands référendums sur les questions les plus importantes, ensuite des référendums qui devront être obligatoires pour toute modification de la Constitution et pour toute signature de traité international, y compris bien sûr les traités de libre-échange signés avec le Japon, le Canada, les États-Unis et tout ça. Donc ça va faire beaucoup de référendums. En contrepartie, il y aura moins d'élections, puisqu'on va supprimer les régions, on va rationaliser le millefeuille institutionnel français, on va donner beaucoup plus de pouvoir aux départements et surtout aux communes, donc il y aura les élections municipales. Au niveau des départements, on veut créer justement des assemblées tirées au sort, avec des citoyens du département et des maires du département qui seront tirés au sort pour administrer la collectivité. Et ensuite, au niveau de l'État, évidemment, on conserve les élections législatives et les élections présidentielles. Au niveau de la présidentielle, le problème, c'est que c'est un faux choix. C'est-à-dire, on est très souvent amené à voter par défaut. Donc nous, ce qu'on propose, c'est une variante du jugement majoritaire, c'est-à-dire, on peut potentiellement s'exprimer sur tous les candidats, mais pas avec des appréciations et une médiane, avec des notes qui s'additionnent, donnent des points qui peuvent être exprimés en pourcentage, avec un classement comme ce que les Français connaissent. Et donc en gros, il y aurait 10 points à donner au candidat de votre choix, donc 10 à votre préféré si vraiment vous l'adorez, sinon 5 et 5, 8 et 2, 3, 3, 3, 1, enfin vous faites comme vous voulez, et ça va nous donner un classement. Ce classement va éviter le vote par défaut, et si on applique cette méthode aux résultats et au report de voix de l'élection de 2017, on s'aperçoit que Macron arrive loin derrière, parce qu'il était un des principaux votes par défaut. Et il l'est encore en 2022 pour les catégories auxquelles il s'adresse. Donc on choisit un nouveau mode de scrutin pour le président de la République, et on introduit une forte dose de proportionnel à l'Assemblée nationale pour que tous les courants et tous les partis soient représentés. À peu près 40% de l'Assemblée. Ensuite, on s'aperçoit assez vite que les Français ont besoin d'initiative et de contrôle. L'initiative, elle doit passer par le RIC, sous toutes ses formes, donc le RIC en toute matière, constituant, législatif, abrogatoire et révocatoire pour le président de la République à partir de mi-mandat. Comme ça, il a la pression, il sait à quoi s'en tenir si jamais il fait n'importe quoi. Et aussi, bien évidemment, un RIC local qui pourra être départemental ou au niveau de la commune. Il y a plein de modifications institutionnelles au niveau local aussi, mais je n'ai pas le temps de vous les exposer en 5 minutes. En plus du RIC, on veut du contrôle. Le meilleur moyen de contrôler et la meilleure utilité du tirage au sort, c'est le contrôle. Donc on doit tirer au sort, non pas un grand Sénat ou un grand CESE avec 500 personnes tirées au sort, parce qu'on se retrouverait dans les problèmes que je vous ai dit au début de la vidéo, mais des petits comités citoyens, tirés au sort et renouvelés régulièrement à tous les endroits où la loi se crée, s'amende et se décide, c'est-à-dire dans les ministères, à l'Assemblée nationale et au Sénat,
et des comités qui soient tirés au sort à partir de listes d'aptitudes. Par exemple, à la santé, il y aurait, statistiquement, dans un comité de 20 personnes au cabinet du ministre, il y aurait 4 infirmières, 3 brancardiers, un anesthésiste, un chirurgien, 3 généralistes, un dentiste, enfin bref, des gens, il y aurait des retraités, il y aurait des étudiants, il y aurait un petit peu de tout, des gens de gauche, des gens de droite, tout ça serait mélangé. Et ils pourraient proposer en direct, faire du lobbying citoyen dans le ministère, ou dans la commission santé de l'Assemblée nationale, ou dans la commission santé du Sénat. Ils pourraient dénoncer le lobbying de l'industrie dont ils seraient les témoins directs. Ils seraient présents au moment où les lois naissent dans les ministères, au moment où elles sont amendées aux commissions, pour pouvoir alerter leurs concitoyens et être les premiers lanceurs d'alerte du pays. Et comme ils sont sur liste d'aptitude, ils savent de quoi on parle, c'est des métiers qu'ils connaissent, ils travaillent déjà, alors dans le cas de la santé, à l'hôpital ou en médecine libérale, ils savent de quoi on parle, et donc ils n'ont pas besoin de 6 mois de formation à un domaine technique comme l'industrie ou l'énergie ou des choses comme ça, pour comprendre de quoi on parle et ne pas se faire berner par les ministres ou les députés. Il y aurait aussi une commission des lois qui, elle, chapeauterait l'ensemble, tirée au sort aussi, qui, elle, devrait gérer les RIC, c'est-à-dire les insérer dans l'agenda. Par exemple, si on avait pu faire un RIC contre le pass sanitaire, il fallait le faire tout de suite. Il ne fallait pas attendre qu'il s'insère automatiquement de manière constitutionnelle dans un agenda où en fait on aurait voté 1 an plus tard pour abolir un truc qu'on voulait abolir maintenant. Donc il faut qu'une commission citoyenne tirée au sort dise « Ok, ça c'est un référendum pour tout de suite, donc on le met dans 2 mois ». Et il ne faut surtout pas que les hommes politiques puissent mettre leur grain de sel là-dedans et avoir la main sur le RIC. Hors de question. D'où cette commission citoyenne. Et ensuite, il y a un troisième pouvoir dont on parle rarement, qui est la justice, qui aujourd'hui est incarnée par un garde des Sceaux qui est mis en examen, qui essaye de faire pression sur les juges, qui a des histoires de Maserati, enfin bref, on est en pleine caricature. La justice doit être véritablement indépendante. Le moyen qu'elle soit véritablement indépendante, c'est qu'elle soit totalement sortie du gouvernement. Que le gouvernement ne s'occupe plus que des prisons et des procureurs de la République, vus uniquement comme des avocats de l'État. Aujourd'hui, ils sont définis comme avocats de l'État et de l'intérêt général. L'intérêt général, ça ne les regarde pas. Ce seront juste les avocats de l'État. La justice sera gérée dans une autorité 100% indépendante, et le seul moyen qu'elle soit véritablement indépendante et légitime, c'est que son chef, donc le nouveau garde des Sceaux, soit élu au suffrage universel. Donc là, on crée une élection qui n'existe pas. L'élection au suffrage universel du garde des Sceaux. Donc vous aurez monsieur très sévère, monsieur moins sévère, monsieur statu quo, monsieur très laxiste, monsieur un peu moins laxiste, et c'est les Français qui choisiront le garde des Sceaux qui aura le pouvoir de sanctionner des juges, ce qui aujourd'hui est impossible. Ils peuvent faire n'importe quoi, être en roue libre, enfin bon. Et ils sont indépendants quand ça les arrange, c'est-à-dire par exemple libérer des criminels, des pédophiles, ne pas attaquer des hommes politiques bien placés. Là, ils sont indépendants, ils font ce qu'ils veulent, et ils sont dépendants quand ça les arrange aussi. Donc il faut en finir avec ça, revoir leur mode de formation. Et avec tout ça, tous ces principes-là, nous, on veut les proposer aux Français en référendum, c'est-à-dire que c'est eux qui auront le dernier mot pour valider toutes ces modifications. Et comme à partir de là, ils auront le RIC constituant et le RIC législatif, ils pourront faire leur propre loi et modifier eux-mêmes la Constitution à partir de ce moment-là. Toute modification ultérieure devra forcément passer par leur aval. Il n'y aura plus la procédure du Congrès où les députés et les sénateurs peuvent faire leurs affaires dans leur coin.